Durenbach, une petite commune de 1000 habitants au sud de Strasbourg. Ce 6 avril 2017, Élodie et son mari Yannick passent devant le stade de football, à côté de la maison de leur cousine, Béatrice Beauvais. Ils sont surpris de voir son chien qui erre sur la route. On a récupéré le chien et puis je dis à mon mari, faudrait peut-être prévenir Béatrice que le chien a à nouveau été lâché, quoi. Nous sommes rentrés dans la cour et mon mari a sonné à la porte. Et il entend un genre d'alarme. Béatrice! Élodie et Yannick sont très inquiets. Béatrice ne répond pas à leur appel. J'ai ouvert la porte de 5 cm. De là, une grosse fumée est sortie. On voyait rien du tout. Le feu a pris dans la maison. Le mari d'Élodie prévient tout de suite les pompiers. Les pompiers arrivent, ils vont entrer dans la maison et ils vont en sortir un corps. Le cadavre est déposé sur la pelouse. Élodie découvre avec effroi que la victime est bien sa cousine, Béatrice Beauvais. Cette retraitée de 60 ans est une figure bien connue de Durenbach, et notamment de son club de football. Son fils, Jean, arrive en urgence. Il réalise très vite que sa mère est morte. Je le comprends, voyant Élodie en larmes dans la cour, quoi. Il n'y a même pas eu besoin de parler à ce moment-là. J'ai même pas pu réagir, j'étais vraiment choqué. Quand ils ont sorti le corps, j'ai crié. J'ai crié parce que c'était le choc, ouais. C'était même dur à voir. Le corps était très raide. Au niveau du visage, il était rouge. Nous, on pensait à une brûlure, que quelque chose a explosé, quoi. Court-circuit, je sais pas vraiment. Donc ça démarre au départ sur ce qu'on pense être un accident domestique. Seulement les gendarmes scientifiques font une découverte surprenante. Des morceaux de journaux calcinés. Ils auraient servi à mettre le feu à plusieurs endroits. Il y aurait 3 départs de feu. 2 petits dans la cuisine et un principal sous l'escalier. Donc c'est quand même bizarre. C'est sous l'escalier, dans le hall d'entrée, que le cadavre de Béatrice Beauvais a été découvert par les pompiers. Les dégâts sont concentrés autour du corps et on sent que l'incendie est vraiment localisé autour du cadavre et au début de la cuisine. La mort de Béatrice Beauvais n'est pas due à un incendie accidentel. Le feu a même été allumé après son décès pour effacer les traces d'un crime. Car Béatrice Beauvais a été victime d'un assassinat d'une extrême cruauté. Ce crime mystérieux pourrait-il résulter d'une rivalité mortelle entre 2 femmes, entre la victime et sa propre belle-fille, dont elle pensait qu'elle lui volait son fils? Si j'avais tranché plus tôt, ma mère serait encore vivante. Personne n'aurait pu imaginer une telle chose, quoi. Elle va lui dire « Mais qu'est-ce que tu penses? Tu crois pouvoir être ma belle-fille? Tu ne seras jamais ma belle-fille. Tu ne seras jamais rien pour moi. » Et lorsque 2 femmes luttent entre elles pour le pouvoir, ça peut aller très loin. C'est pas 3 coups de couteau, c'est 36 coups de couteau. Puis décarner le visage, c'est de la rage, c'est de l'acharnement en fait. C'est quelque chose d'inhumain. Il y a un mobile, or il n'y a aucune preuve. On n'a pas d'ADN, on n'a pas de téléphonie, on n'a pas de vidéo, on n'a pas d'aveu. Cette mystérieuse affaire commence autour des terrains de football de Durenbach. Le club du village est depuis un siècle une véritable institution. Les habitants se passionnent pour les exploits des joueurs alsaciens au maillot bleu clair. On est plus de 200 licenciés. On est la première association du village. Donc ouais, c'est important. Ouais. Le village est fier du FCD en fait. Donc vous pourrez parler à n'importe quel habitant. Il en parlera
Avec plaisir, c'est l'événement du village, quoi, du week-end, quoi. Au club, tout le monde connaît Béatrice Beauvais, un personnage haut en couleur. Elle venait en tant que supportrice, hein. C'était une supportrice assez, disons, fidèle, si on veut. Le dernier surnom, c'était Mamie Foot, je crois. C'est les enfants qui donnaient ce surnom, ouais, parce qu'elle était là tout le temps, quoi. Il faut dire que Mamie Foot vit dans une jolie maison en briques, juste à côté des 2 terrains de football. La retraitée n'hésite pas à faire déguerpir les jeunes qui traînent sur les pelouses sans autorisation. Elle était là, elle était présente, elle observait, et le terrain de football, c'était un peu le sien, ça lui appartenait. Elle n'avait pas eu peur de leur dire aux jeunes, en alsacien, « Hust, Furtfundo, vous n'avez rien à voir là-dessus ». Elle était directe. Hein. C'est une dame qui n'hésite pas à rentrer dedans, même dans les footballeurs. Si on la cherche, on la trouve. Une sorte de Tati Daniel. À Durenbach, le caractère bien trempé de Mamie Foot fait sourire. Mais les villageois sont effondrés quand sa mort brutale surgit à la une des médias. Que s'est-il passé dans cette maison isolée située à la sortie du village de Durenbach? Une mort jugée suspecte puisque le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour meurtre. Il n'y avait aucun élément précurseur qui pourrait éventuellement supposer des problèmes de famille. C'était la mamie des enfants du foot et effectivement ça nous fait un choc. Dans ce village tranquille de Durenbach, les habitants sont aussi inquiets. Car ils ont appris avec effroi que Mamie Foot a été victime d'un meurtre particulièrement sauvage. À l'hôpital de Strasbourg, l'autopsie de Béatrice Beauvais établit qu'elle est morte dans d'atroces souffrances. Les causes de la mort sont principalement dues à 36 coups de couteau portés dans la partie supérieure du corps, c'est-à-dire le haut du buste et la gorge. La victime a été lardée de coups de couteau. Ses vêtements sont imbibés de sang, il y a du sang partout autour. Contrairement à ce que l'on pensait au départ, le visage de Béatrice Beauvais n'a pas été brûlé dans l'incendie. Il a été mutilé avec une grande sauvagerie. Le visage de Béatrice Beauvais a été littéralement scalpé et décarné. La peau a été enlevée et le cuir chevelu en partie arraché. Visiblement, l'auteur a coupé tous les nerfs, les muscles, et on n'a jamais retrouvé d'ailleurs ce visage. Une chevelure scalpée, un visage arraché. Jamais en France de telles atrocités n'avaient été commises, si l'on en croit les annales médico-légales. Le légiste a fait des recherches pour essayer d'avoir un ordre de comparaison et elle n'a trouvé aucun élément, donc c'est quelque chose de relativement indie. C'est une affaire assez hors norme. Manifestement, il y a une détermination à vouloir tuer d'abord, mais après, une détermination à détruire. Lorsqu'elle découvre l'horreur de ce crime, la famille de Béatrice Beauvais est totalement anéantie. On ne s'attend pas à une chose pareille, en fait. C'est marquant, je pense que j'oublierai jamais. On ne peut pas oublier, en fait. C'est choquant, c'est violent, il n'y a même pas de mots pour décrire ce qu'on a vu. Et, ça se passe à la télé, ça se passe pas chez nous, et ben là, c'est la réalité, on est dedans, quoi. C'est un cauchemar, quoi. Alors, pourquoi Béatrice Beauvais a-t-elle été lardée de coups de couteau et défigurée? Qui pouvait donc lui en vouloir à ce point? À Durenbach, cette ancienne secrétaire profite d'une paisible retraite. Depuis le décès de son mari, Béatrice Beauvais habite seule avec son fils, Jean, 29 ans, jardinier paysagiste. Tous les deux partagent une passion commune, le football. Jean garde les buts de l'équipe réserve du FC Durenbach et il assure aussi l'entretien des pelouses.
Il s'occupait vraiment de sa maman. Donc il y avait quand même une très bonne complicité et ils sortaient quand même tous les week-ends ensemble. Ils venaient manger au restaurant, il était quand même très proche, très proche. Après le décès du père, manifestement, Mme Beauvais et son fils ont formé un couple, en tout cas un lien fusionnel. J'étais fils unique, donc j'étais omniprésent chez elle et elle me faisait tout, ma mère. Donc, Et à la maison, Béatrice Beauvais est aux petits soins pour son fils. Il rentrait, le repas était fait, son linge était fait. En fait, il n'avait jamais rien à faire, en fait. C'est quelqu'un qui aime être materné. Il vit un peu dans le monde des bisounours, comme je dis. Jean, visiblement, est quelqu'un qui était assez tête en l'air, qui était quelqu'un qui avait besoin peut-être d'être managé. Et c'était d'ailleurs sa maman qui le manageait. Jean ne faisait rien. Donc c'est juste que c'est un Tanguy, ça l'arrange. Jean et sa mère mènent donc une petite vie tranquille, rythmée par les matchs du FC Durenbach. Mais leur petite routine va être bousculée par l'arrivée au club de foot d'une jolie blonde de 35 ans. Aline Hart est coiffeuse à Durenbach. Jean succombe vite au charme de cette mère de 2 enfants, séparée de son premier mari. On sympathise par le biais du foot, parce qu'elle avait ses enfants au foot. Et c'est de là que ça a commencé à faire un peu de rentre-dedans. Visiblement, elle jette son dévolu sur ce garçon. Jean est flatté qu'on puisse s'intéresser à lui comme ça. Et c'est comme ça que leur histoire va commencer. Comme Jean, Aline Hart est aussi une amoureuse du ballon rond. Elle intègre l'équipe féminine du village au poste de gardien de but, comme Jean. Et pour lui plaire, elle va s'investir à fond dans la vie du club. Elle va entraîner les pichtounes, donc les petits, puis elle va veiller à la bonne tenue du club avec les maillots lavés, repassés, les ballons, s'occuper des courses pour la buvette, et elle est indispensable. Aline passe donc beaucoup de temps au club house du stade de foot. Elle y était le matin même du meurtre de Béatrice Beauvais. Et ce jour-là, elle aurait vu des choses étranges. Après le meurtre de Mamie Foot, Aline Hart est interrogée par les gendarmes. Elle va les lancer sur la piste de 2 suspects aperçus près du club de foot. Le matin, aux alentours de 8h30, alors qu'elle est au clubhouse, elle aurait entendu des portes claquer. Intriguée, elle serait sortie et elle serait venue à la rencontre d'un couple, un couple de gens du voyage. Très rapidement, il demande s'il y a besoin de travaux au foot pour la toiture et s'il y a de la rénovation à faire. De ce biais, elle les renvoie vers la mairie. Elle les trouvait un peu bizarres et à ce moment-là, elle constate qu'il se dirige vers la maison de Madame Beauvais. C'est là qu'elle prend un autre chemin pour alerter Madame Beauvais sur la présence de ces gens. Elle lui explique qu'il y a des personnes bizarres qui viennent et qui se dirigent vers ta maison, ne leur ouvre pas. Selon Aline, le couple de gens du voyage aurait essayé de parler à Béatrice Beauvais. Mamie Foot aurait pris peur et serait restée cloîtrée chez elle. Donc elle discute un petit peu avec elle, elle la rassure. Elle dit qu'elle l'aurait un peu massée pour essayer de la détendre. Et à ce moment-là, ils auraient discuté autour de l'organisation de l'anniversaire de Jean qui a lieu au mois d'août. Et elle aurait laissé sa belle-mère quelques minutes plus tard. Le témoignage d'Aline Hart est pris très au sérieux par les gendarmes. D'autant qu'elle livre une foule de détails sur le signalement des 2 suspects. Elle fait une description, mais extrêmement précise de la tenue vestimentaire, des tatouages de l'homme et de la femme. Elle va même enregistrer la plaque d'immatriculation de ce fourgon. On va essayer de déterminer à qui appartient ce véhicule. On va faire des recherches autour de cette plaque d'immatriculation. Ils vont découvrir qu'il s'agit d'un véhicule d'un autre type dont le propriétaire habite dans les Pyrénées-Orientales.
Donc on va essayer de faire des enquêtes un peu plus approfondies auprès des différents camps, des gens du voyage aux alentours. On ne trouvera absolument personne. Aline semble être la seule personne dans le village à les avoir vus. Le mystérieux couple de gens du voyage, décrit par Aline Hart, reste donc introuvable. Les gendarmes se demandent d'ailleurs pourquoi ces deux personnes auraient voulu s'en prendre à Mamie Foot. On voit pas très bien l'intérêt de ces deux gitans à aller trucider cette pauvre femme, à la dévisager, à la scalper. Pourquoi il y a un tel acharnement? Pourquoi 36 coups de couteau? Tout ça n'est pas très cohérent. D'ailleurs, la maison de Mamie Foot ne semble pas avoir été cambriolée. On retrouvera à différents endroits de la maison une somme d'à peu près 800 € en espèces. Il y a également des bijoux. Tous les biens matériels en fait, de Madame Beauvais en fait, sont là. Rien n'a été fouillé, il n'y a pas de désordre en fait, dans cette maison. Ça ne ressemble pas à un crime de rôdeur qui serait venu voler quelque chose. Quand on est sur un dossier criminel où on a 36 coups de couteau, c'est pas un cambrioleur qui fait ça. Le scénario d'un cambriolage ayant mal tourné ne semble pas crédible. D'autant qu'un indice important montre que Béatrice n'a pas été attaquée par surprise. Cet indice, c'est la porte d'entrée. Elle n'était pas fermée à clé lorsqu'Élodie et son mari sont arrivés sur les lieux du drame. Normalement, sa porte est fermée. Mais on retrouve les clés sur la serrure, à l'intérieur, et il n'y a pas de trace d'effraction. On a déduit que c'était certainement Madame Beauvais qui avait ouvert à la personne qui allait la tuer. Ce qui veut dire qu'évidemment, elle connaissait son meurtrier. Le meurtrier de Béatrice Beauvais serait donc l'un de ses familiers. L'enquête des gendarmes se resserre sur l'entourage de Mamie Foot. Deux mois après le meurtre de sa mère, Jean Beauvais reçoit un appel urgent des gendarmes. Je suis au travail le matin. J'ai l'enquêteur Diaz qui m'appelle sur mon téléphone, qui me dit que j'ai rendez-vous à 8h30 en gendarmerie de Wörth. Et pendant le début de l'audition, il me signifie ma garde à vue. Il fait partie des premières personnes qu'on suspecte, hein. Donc il y a quand même un héritage qui est conséquent. C'est l'unique héritier. On saura qu'elle avait une assurance vie, on saura qu'elle avait de l'épargne, et puis il y a les biens immobiliers. Un patrimoine estimé par les gendarmes à près de 200 000 €. Ils sont un petit peu rentrés dans l'art à un moment ou un autre pour savoir les choses. Et ouais, ils ont peut-être pensé qu'il y avait un intérêt financier là-dedans. Mais moi, ça m'a jamais chatouillé l'esprit. J'avais rien à me reprocher. J'ai pas pris d'avocat dans la foulée. En garde à vue, Jean répète qu'il n'aurait jamais tué sa mère pour son héritage. Mais si les enquêteurs doutent, c'est aussi parce que le jeune homme a eu un drôle de comportement le jour de la mort de sa mère. Le 6 avril, quand il arrive, Jean a une attitude même pas un peu étrange, extrêmement étrange. Il exprime absolument aucune émotion. Les gendarmes diront même en fait qu'en l'observant, il a tendance à sourire. On ne comprend pas cette attitude de Jean. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il a quelque chose à cacher? Jean explique aux gendarmes avoir été littéralement sidéré par le décès brutal de sa mère. Ouais, je montre pas trop mes émotions quand même. Surtout pas en public, surtout. Je suis quand même assez réservé de ce côté-là. Je suis resté un petit peu de classe, quoi, sans montrer d'émotion ou autre, mais j'ai même pas pu réagir, j'étais vraiment choqué. Il était sonné par rapport à ces événements-là, il ne savait plus vraiment, il était déboussolé, quoi. Ça a certainement choqué plus d'une personne, d'ailleurs, son comportement. Mais quand on connaît Jean, c'est son caractère, il est comme ça, en fait. Alors, Jean dit-il vraiment la vérité? N'avait-il aucune raison d'en vouloir à sa mère?
Car la vie avec elle était loin d'être facile. Béatrice Beauvais était en effet une femme autoritaire qui menait la vie dure à son fils. Béatrice n'acceptait pas toujours tout. Elle aussi avait certaines règles et elle parle toujours en alsacien. Elle dit du marcheter, tu fais ça, tu mets, il y a des choses à faire dehors, tu le fais et puis voilà. C'était une mère qui lui demandait de rentrer à 20h. S'il n'était pas rentré à 20h, il avait droit à son message. Et si à 20h15, il venait à répliquer, il avait le droit à son deuxième message. Elle était très très directive. On a les consignes qu'elle écrivait, les SMS, tu es où, tu rentres quand, tu dépenses encore ton argent, t'es au restaurant, t'es encore avec tes amis. Il y a des messages de gens aussi, c'est hallucinant. Il écrit à ses amis, je me suis fait engueuler par maman, je peux pas sortir ce soir. Il a 29 ans. Jean craint de tenir tête à sa mère. Après sa rencontre avec Aline, le jeune homme n'ose même pas lui avouer sa liaison avec la jolie coiffeuse. Il va mettre 13 mois avant de présenter Aline Hart à sa famille et il aura pendant ces 13 mois pas mal de pression d'Aline Hart qui va lui envoyer message sur message en lui demandant « mais quand est-ce que tu vas me présenter ?» Mais sous la pression de la coiffeuse, Jean va organiser une première rencontre qui ne va pas se dérouler comme prévu. J'attends le mois d'octobre pour la présenter, le jour d'une célébration pour mon père à l'église et le soir on devait terminer au resto. Et Jean, qui était venu seul bien évidemment à cet office, a annoncé à tous une surprise. Jean pense faire sensation en arrivant au bras d'Aline dans le restaurant où se tient une Oktoberfest, une fête de la bière. Il va arriver dans une situation absolument ubuesque, costumé en tyrolien ou en bavarois, en compagnie de Aline Hart, qui elle-même était costumée. Ça se passe pas trop bien parce que ma mère n'a pas bien pris le fait qu'elle soit sur place. Du coup, il y a eu un froid quand elle est arrivée au resto. Toutes les personnes qui seront autour vont décrire la mine déconfite de Béatrice Beauvais et le fait qu'elle rumine en disant « il ne m'avait pas dit, il ne m'avait pas dit, il ne m'avait pas dit ». Après ce fiasco, Béatrice Beauvais ne fait pas beaucoup d'efforts pour sympathiser avec Aline Hart. Car le profil de cette jeune mère de famille qui vient de divorcer ne lui convient pas. On connaît Béatrice, hein. Jean avec une femme mariée, 2 enfants. C'était pas son ADN si on veut. C'est pas ce qu'elle attendait d'une femme pour moi, quoi. Ma mère me disait qu'elle voulait plus une fille de mon âge, qui n'a pas encore de situation forcément familiale derrière. Ouais, plutôt une fille célibataire sans enfant, quoi. Elle était fille de sacristaine, elle était conservatrice, peut-être même réactionnaire. De toute façon, Béatrice Beauvais ne semblait pas disposée à accueillir une belle fille dans la famille, quelle qu'elle soit. Quand il y a une femme qui rentre dans leur environnement, c'est tout de suite électrique. Parce qu'on avait Aline, mais avant ça, il y avait une autre demoiselle. Et elle indiquera, moi j'étais amoureuse de Jean, mais sa mère, elle était tellement insupportable, tellement possessive, que j'ai décidé de rompre avec Jean. La problématique, c'est que c'est une femme qui vient se placer entre elle et son fils. Et que, de toute façon, personne n'aura l'heure de lui plaire. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Jean Beauvais vivait depuis des années sous le joug d'une mère autoritaire et possessive. Voulait-il enfin se libérer de cette situation pour vivre sans entrave avec Aline? L'hypothèse séduit les gendarmes. Mais un élément semble disculper Jean. C'est l'heure estimée de la mort de sa mère. On va retrouver sur la table de la cuisine quelques gélus, un bol de café, 2 tartines dont l'une présente un croc, donc elle était en train de manger au moment où elle a été interrompue.
qui donne une indication sur l'heure de la mort, puisqu'on connaît les habitudes horaires de Béatrice Bove. Donc c'est entre 8h et 9h du matin, en gros. Et au moment où sa mère est tuée, Jean Beauvais n'est déjà plus chez lui. Jean a un alibi qui est en béton armé, puisqu'il va se réveiller très tôt, aux alentours de 5h ou 6h du matin, et va partir à son travail. Ce qui est confirmé par la suite, hein, au niveau de la téléphonie, au niveau de ses collègues de travail, tout le monde confirme qu'il était bien avec eux au travail. Matériellement, il est donc impossible que Jean ait tué sa mère. En outre, le jeune homme n'a pas vraiment le profil d'un criminel. Il y a un tel décalage entre le personnage un peu mou qui est Jean et la haine viscérale qui a armé le bras de celui qui a mis 36 coups de couteau. Donc Jean est sorti du collimateur des gendarmes pour ne jamais y revenir. Au final, rien dans l'enquête ne permet de relier Jean à l'assassinat de sa mère. L'hypothèse d'un matricide s'éloigne. En revanche, si il n'est plus suspecté, Aline Hart, sa compagne, intrigue de plus en plus. Sa présence chez Béatrice Beauvais, juste avant son meurtre, pose question. Dans la maison des parents d'Aline Hart, près de Durenbach, sa mère se souvient d'un appel angoissé de la jeune coiffeuse après un interrogatoire des gendarmes. Elle m'a dit, maman, il me soupçonne. C'est là qu'elle m'a dit, maman, si c'était moi, je ne pourrais plus vous regarder dans les yeux, ni vous, ni Jean. Irène Hart croit fermement en l'innocence de sa fille. Avant cette affaire, la coiffeuse n'a jamais eu maille à partir avec la justice. Pour sa mère, Aline a toujours donné entièrement satisfaction. Je n'ai eu aucun problème, aucun. Je ne peux pas me plaindre. Toujours serviable, toujours tout. Selon ses parents, Aline Hart serait une jeune femme docile et facile à vivre. Pas si simple. Car au club de foot de Durenbach, la nouvelle bénévole impressionne par son fort tempérament. Aline Hart est une fonceuse qui s'est vite imposée au club et qui sait se faire respecter. Aline, elle prend de la place, hein. C'est pas quelqu'un de mou, à contrario de Jean. C'est quelqu'un qui occupe l'espace. Aline, on l'entendait de loin. Elle était au-dessus de tout. Elle parlait très fort. Elle manageait tout, hein, pour que c'est elle qui est la patronne. On sent que c'est quelqu'un qui a du caractère, ça c'est quelque chose qui est extrêmement net, peut-être même caractériel d'ailleurs, puisqu'on parle de ses colères, de ses coups de gueule. Ben, elle est comme sa mère, que moi quand j'ai à dire quelque chose, c'est pas par derrière, c'est en pleine figure. Ça te plaît ou ça te plaît pas? Qui n'a pas de tempérament, soyons clairs. C'est les lavettes. Aline Hart sait ce qu'elle veut. Et depuis sa rencontre avec Jean, elle le veut tout à elle. Elle ne tient plus à le partager, ni avec la mère de Jean, ni même avec les amis du jeune homme. Il y a eu de la jalousie. Elle n'appréciait pas que Jean m'envoie des messages à moi, mais pas à elle, que Jean venait me voir moi, mais pas elle. Elle voulait tout le temps que Jean soit auprès d'elle, quoi. Et je pense qu'elle voulait le couper de son entourage. Les proches de Jean accusent Aline de lui avoir mis le grappin dessus. Pour l'accaparer, la coiffeuse saurait très bien comment s'y prendre. Le sexe était effectivement un élément extrêmement important dans leur relation. D'ailleurs, dans les SMS qui sont échangés, c'est d'ailleurs Aline Hart qui est toujours en demande. Elle sait très très bien que pour elle, c'est un moyen qui lui permet de garder une certaine forme d'emprise sur Jean. Jean semble heureux avec Aline. Il lui consacre de plus en plus de temps. Mais ses amis et sa mère, eux, se sentent laissés pour compte. Au fur et à mesure, Jean était devenu très distant, très... En fait, je le reconnaissais plus. C'était vraiment plus Jean, quoi.
Jean avait plus de temps sur le terrain de foot avec Aline. Il rentrait chez sa mère, lui dire salut, bonjour, au revoir. Enfin, il repartait. Il nous l'avait souvent dit à l'époque, il devrait faire un peu plus, je suis tout seul. Enfin, voilà. Et puis, ça lui plaisait pas. Béatrice Beauvais se sent abandonnée par son fils. Son ressentiment à l'égard de la jeune coiffeuse ne fait que croître au fil des mois. Béatrice Beauvais n'a jamais considéré et estimé sa belle-fille, qui en a quelque part nié jusqu'à l'existence. Elle l'appelait d'ailleurs Die andere, ce qui veut dire l'autre. Aline Hart souffre d'être méprisée par Béatrice Beauvais. Cette indifférence l'aurait-elle poussée à supprimer la mère de Jean? Des indices troublants vont alourdir les soupçons. À l'hôpital de Strasbourg, l'autopsie du corps de Mamie Foot livre une indication précieuse sur le déroulement du crime. L'examen de ses mains et de ses bras révèle qu'elle s'est battue avec son agresseur avant de succomber sous ses coups de couteau. Connaissant le tempérament de ma mère, elle s'est quand même battue, je pense, jusqu'au bout. Je pense qu'elle s'est vue partir, donc elle se défendait le maximum, quoi. Le corps de Béatrice Beauvais disposait de traces caractéristiques de défense, donc ça laissait supposer qu'il y ait sur le corps de l'auteur des marques qui auraient été justement provoquées par Béatrice Beauvais. Mamie Foot aurait donc griffé la personne qui l'a tuée. Et lorsque les enquêteurs interrogent les proches de la victime après le drame, ils découvrent qu'Aline Hart présente justement une blessure suspecte. Les gendarmes vont constater une griffure caractéristique, d'à peu près 10 cm au niveau de l'avant-bras, et dont elle dit qu'il s'agit d'une griffure qui a été provoquée par Béatrice Beauvais. Selon Aline Hart, Mamie Foot l'aurait griffée involontairement lors de la venue de ces fameux gitans qu'elle dit avoir aperçus près de la maison. Souvenez-vous, la jeune coiffeuse avait décrit aux gendarmes un couple de démarcheurs inquiétants. Elle se serait alors précipitée chez Béatrice Beauvais pour la prévenir sur leur présence. Au moment où elle arrive chez Madame Beauvais et qu'elle sonne, elle lui ouvre. Ces deux personnes-là arrivent. Et là, selon Aline Hart, elle aurait pris peur, elle lui aurait agrippé le bras. Et en fait, elle lui aurait laissé une trace de griffure. Pour Aline, la présence de cette griffure sur son bras est plus qu'embarrassante. Et son récit sur la prétendue panique de Mamie Foot face au couple de démarcheurs ne cadre pas avec la personnalité de la victime. Pour moi, ça tient pas. C'est pas cohérent avec le caractère de ma mère. Elle n'aurait pas peur de deux personnes qui viennent la démarcher, elle les envoie chier assez rapidement, donc ça tient pas, ça. Béatrice, des gens du voyage, elle n'a rien à cirer, rien à foutre. Béatrice, je la connais. Et si elle veut pas, elle dit ous, dehors, raus, ça m'intéresse pas. Elle est tout petite, mais elle a de la voix. Aline Hart réalise que cette piste des gitans, assez peu crédible, se retourne contre elle. La coiffeuse tente de se justifier auprès de ses proches, mais sa maladresse ne fait que renforcer les doutes. Elle sent que l'enquête se resserre autour d'elle et donc elle va s'épancher sur sa situation auprès de différentes personnes. Aline se disait première suspecte. Elle en parlait autour d'elle au niveau de ses amis, de ses connaissances. Comme quoi, voilà, c'était elle, la dernière personne à avoir vu Madame Beauvais vivante. Donc là, on lui fait remarquer que non, la dernière personne qui l'a vue en vie, c'est le meurtrier. Cette phrase malheureuse est-elle une simple erreur de langage ou un lapsus lourd de sens? L'étau judiciaire se resserre sur Aline Hart. Et un nouvel élément déterminant va alourdir les charges qui pèsent contre elle. Cet élément, c'est son emploi du temps, le jour du crime. Les enquêteurs savent que le meurtre a été commis en début de matinée, lorsque Béatrice Beauvais prenait son petit déjeuner.
Grâce à l'alarme incendie, ils savent aussi que le feu a été allumé en début d'après-midi. Le meurtrier est venu 2 fois. Le meurtrier tue à 8h30, en gros, s'en va et revient à 13h20 mettre le feu. Et à ce moment précis, Aline Hart se trouvait justement au stade de foot, près de la maison de Béatrice Beauvais. C'est ça qui est très intriguant, c'est qu'elle va décider de laisser ses enfants seuls et faire, dit-elle, un court aller-retour entre sa maison et le clubhouse pour vérifier, dit-elle, que les portes sont bien fermées. Les explications de la jeune coiffeuse peinent à convaincre les enquêteurs et ne font que renforcer les soupçons pesant sur elle. Aux 2 moments où le meurtrier est dans la maison de Béatrice Beauvais, Aline est là. Et ça, c'est quand même un élément lourd. Parce qu'une fois, je veux bien, mais 2 fois, ça commence à faire beaucoup. Les coïncidences, les juges de Strasbourg n'y croient pas. La présence suspecte d'Aline Hart à 2 moments clés du drame et l'étrange griffure sur son bras faite par Béatrice Beauvais entraîne sa mise en examen pour meurtre. La jeune femme clame son innocence, mais elle est placée en détention provisoire. Lorsqu'ils apprennent que ce serait la jeune coiffeuse du village qui aurait commis un acte aussi barbare, les proches de Mamie Foot sont abasourdis. Le coup de folie qu'il y a pu y avoir là en 20-25 minutes, c'est atroce. C'est pas concevable de se défouler comme ça sur une personne, quoi. C'est incompréhensible parce que on a appris dans tout le secteur, même en France, on n'a jamais eu ça. C'est quelque chose d'inhumain. C'est pas 3 coups de couteau, c'est 36 coups de couteau, puis décarner le visage, c'est de la rage, c'est de l'acharnement en fait. Comment expliquer un crime aussi insensé? En prison, l'expert psychiatre Henri Brunner a examiné la jeune mère de famille. Et son constat est clair. Aucun trouble mental. Tout ce que l'on pouvait en dire, c'est que c'était pas en soi le signe d'un trouble mental. L'examen psychiatrique était normal. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment des faits, elle n'ait pas été en proie à des émotions, à des affects, à des sentiments extrêmement puissants et bouleversants, dans le cadre desquels l'être humain peut aller très loin. Aline Hart serait donc entrée dans une rage meurtrière. Mais pourquoi? Quel enchaînement fatal aurait pu pousser cette jeune coiffeuse sans histoire à agir comme un monstre? Et ce que les gendarmes vont découvrir, c'est bien plus qu'une simple rivalité belle-mère-belle-fille. C'est une haine profonde, dont le premier acte se serait joué 2 mois avant le crime, au cours de ce qui aurait dû être de paisibles vacances. Chaque année, Béatrice Beauvais et son fils partent skier ensemble en Autriche. Mais en janvier 2017, Jean Beauvais ose faire une petite entorse à cette tradition. Jean va demander à sa mère, est-ce que Aline peut venir avec ses enfants? Là-dessus, Madame Béatrice Beauvais va être catégorique. Si Aline vient, je ne pars pas. Et Aline va offrir à Noël une participation pour que Béatrice Beauvais puisse se joindre à eux lors de ses vacances en Autriche. Elle s'est peut-être dit, ce sera peut-être l'occasion de faire plus ample connaissance et puis de recoller les morceaux, qu'elle me voit sous un angle différent. Aline s'endette pour offrir le séjour à Béatrice Beauvais. Mais ses efforts pour plaire à la mère de Jean vont tourner court. Ces vacances autrichiennes s'avèrent catastrophiques. Ça démarre déjà par un terrible quiproquo. Béatrice Beauvais, elle est persuadée qu'elle va dormir avec son fils. Jean devait dormir dans la chambre avec sa mère. Donc vous partez avec votre compagne et le projet, c'est qu'il dorme avec sa mère.
Et donc Aline lui indiquera, si tu me fais le coup de dormir avec ta mère, quand on rentre, c'est fini entre nous. Jean annonce alors à sa mère que pour une fois, il ne partagera pas sa chambre. On lui dit comme quoi elle va dormir avec les enfants. Et elle l'a fait, mais elle l'a mal pris, quoi. Aline est ravie, mais sa belle-mère est furieuse. Cet épisode au ski est un affront. Désormais, c'est la guerre. En rentrant du ski, elle voulait que je mette un terme à la relation. J'ai jamais fait, quoi. Béatrice va même demander à sa meilleure amie de pousser Jean à rompre avec Aline. Du coup, je suis allée vers Jean pour lui dire qu'il devait mettre un terme à la relation. Il avait les larmes aux yeux, il était vraiment très, très touché. Entre l'ultimatum de sa mère et la pression d'Aline qui ne veut rien lâcher, Jean Beauvais décide, comme souvent, de ne rien faire et de laisser passer l'orage. Comme on dit, le cul entre deux chaises, je l'avais clairement. Au moment où j'aurais dû me positionner, j'ai pas su le faire et j'ai pas osé le faire, je pense, surtout. Le problème, c'est que c'est une équation à 3 personnes. Et que dans un couple, 3 personnes, ça fait une personne de trop. Et lui, au lieu de taper du poing sur la table, il dit « mon choix, c'est ça », il va constamment osciller entre « tu veux ça, maman, d'accord, tu veux ça, Aline, d'accord ». Évidemment, 2 points diamétralement opposés, ça va avoir pour conséquence d'exaspérer tout le monde, finalement. L'indécision de Jean fait monter la tension entre Béatrice et Aline. Et aucune des deux ne veut lâcher prise. C'est un bras de fer entre Aline et Béatrice, ça y ressemble bien en tout cas. Au-delà de l'homme, il y a le désir de ne pas perdre. Et je pense qu'Aline, à un moment donné, son objectif c'était plus Jean, c'était de vaincre la belle-mère et de la faire plier. Ça a été un duel entre 2 femmes au sein duquel le personnage de l'homme était quand même réduit à l'affaire de la figuration. Et lorsque 2 femmes luttent entre elles pour le pouvoir, ça peut aller très loin. Deuxième acte de ce combat sans merci, Aline Hart va tenter un coup de poker. Elle veut avoir une explication de femme à femme avec Béatrice en présence de Jean. Le 3 avril 2017, la jeune coiffeuse s'invite pour une mise au point chez les Beauvais, bien décidée à crever l'abcès. Ça va, tu vas bien? Ce jour-là, ma mère avait haussé le ton et c'était une discussion assez tendue, c'était assez électrique. C'est un peu règlement de compte à hockey choral. Aline Hart lui demandant qu'est-ce qu'elle a contre elle. Et la réponse de Béatrice Beauvais va être extrêmement violente. Elle va lui dire « mais qu'est-ce que tu penses? Tu crois pouvoir être ma belle-fille? Tu ne seras jamais ma belle-fille. Quels que soient les efforts que tu entreprennes, tu ne seras jamais rien pour moi. » En sortant de chez Béatrice, Aline est furieuse. C'est l'impasse. La mère de Jean ne l'acceptera jamais. Et elle sait que tôt ou tard, son compagnon se résoudra à la quitter, plutôt que de désobéir à sa mère. Cette violente mise au point entre les 2 femmes serait un tournant. Pour les gendarmes, Aline aurait alors basculé dans l'horreur 3 jours plus tard. Folle de rage, la coiffeuse l'aurait lardée de coups de couteau avant de s'acharner sur son visage. Enlever le visage, pour elle, certainement, c'était que maintenant, elle n'existe plus. Maintenant, elle n'est plus là. Si l'objet d'Aline Hart était de dépersonnifier totalement sa belle-mère, elle y est parvenue. Pour les enquêteurs, Aline Hart serait soudainement passée à l'acte. Mais aurait-elle été poussée à bout? Il y a un contexte dans un crime. Je pense que pour arriver à faire monter en pression avec une telle haine une femme, mère de 2 enfants, même si c'est pas un modèle absolu, il faut peut-être en faire quand même. Donc on ne parle jamais de la responsabilité éventuellement des proches ou des victimes. Mais si Jean et sa mère avaient eu un autre comportement avec Aline, peut-être que ce crime aurait été évité. Aujourd'hui, Jean assume d'ailleurs sa part de responsabilité dans ce drame. Si j'avais tranché plus tôt, ma mère serait encore vivante.
Ça, j'en suis persuadé. Mais bon, on peut pas revenir en arrière, malheureusement. Personne n'aurait pu imaginer une telle chose, quoi. Les experts psychiatres de l'affaire Aline Hart ne sont pas surpris de l'avoir accusée d'un tel meurtre. La jeune coiffeuse semblait au bord de la rupture. Pour eux, après un premier mariage qui s'était mal terminé, Aline Hart n'était pas prête à encaisser un nouvel échec sentimental. Quand on considère la violence du passage à l'acte, il faut toujours essayer de voir depuis combien de temps ça s'est accumulé pour l'intéresser. Moi, j'ai considéré que Madame Hart était au bout de son rouleau dans son existence, qu'elle était allée d'échec en échec, elle était aux abois financièrement. Et pour moi, elle avait une revanche à prendre sur sa vie. Il n'est pas exclu que Béatrice lui ait empêché de prendre cette revanche sur sa vie. Pour moi, c'est l'effet de bascule, c'est le 3 avril. C'est ce jour où, alors même qu'elle avait pu faire des efforts vers sa belle-mère, qu'elle espérait encore pouvoir avoir une relation stable avec Jean et que tout était en train de la fuir, à ce moment-là, elle a décidé de supprimer l'obstacle à son bonheur. Elle a décidé de supprimer physiquement et même symboliquement sa belle-mère. À l'issue de 3 ans d'enquête, les juges de Strasbourg renvoient donc Aline Hart pour le meurtre de Béatrice Beauvais devant la cour d'assises du Bas-Rhin. La jeune mère de famille garde bon espoir de démontrer son innocence, car pour elle et ses avocats, aucune preuve formelle ne l'implique. 29 juin 2020, tribunal de Strasbourg. C'est donc le procès d'une tranquille coiffeuse d'un village alsacien sans antécédent judiciaire qui s'ouvre ce jour-là. Aline Hart entre dans le box des accusés. Les proches de la victime espèrent des aveux. Est-ce cette jeune femme qui a tué Mamie Foot, retrouvée lardée de 36 coups de couteau, avec le visage décarné et scalpé? Aline Hart, le postulat, c'est le mobile, un contentieux avec la belle-mère. Il faut quand même examiner les pièces, les preuves qui sont produites. Or, il n'y a aucune preuve. L'auteur s'est ouvert. La défense soutient que plusieurs zones d'ombre mettent la jeune coiffeuse hors de cause. Aucune de ses empreintes, par exemple, n'a été retrouvée sur la scène de crime. Étonnant. Quand on voit la violence du crime, le carnage que c'est compliqué d'imaginer que l'auteur ne laisse aucune trace. De ne pas laisser sa trace ADN sur une scène de crime, c'est quasiment mission impossible aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'identité judiciaire. Il faut vraiment être un magicien pour ne rien laisser sur place. Il n'y a donc aucune trace d'Aline Hart dans la maison du crime. Et aucun ADN de Béatrice Beauvais n'est retrouvé sur les vêtements saisis au domicile de la jeune coiffeuse. Et notamment sur cette fameuse veste noire qu'elle portait durant la matinée du crime. Bizarre. Quand on décarne un visage, quand on scalpe quelqu'un, il y a des projections de sang hallucinantes. Donc, elle est forcément maculée de sang. Mais selon plusieurs témoins, Aline Hart n'aurait pas changé de tenue. Donc ça supposerait qu'elle ait eu soit des vêtements pour se protéger, des gants, on les a cherchés, on n'a rien retrouvé, soit qu'elle puisse se nettoyer au point que même en utilisant du Blue Star, donc le luminol, on ne retrouve aucune trace. Un autre élément d'enquête pose question. C'est l'emploi du temps de la jeune coiffeuse. Pour les gendarmes, elle aurait commis son crime entre 8h30, lorsqu'elle dépose ses enfants à l'école, et 9h, lorsqu'elle part de chez Béatrice Beauvais pour aller coiffer ses clients. Elle n'a matériellement pas le temps. Elle n'a même pas une demi-heure devant elle. Et le légiste nous indiquera que la simple opération de scalper et de décarner, c'est une opération en fait qui prend du temps. Comment a-t-elle pu, sur un laps de temps qui est extrêmement court, commettre le crime dont l'expert judiciaire va nous dire que c'est plusieurs dizaines de minutes, plusieurs dizaines ça commence à 2, donc 20 minutes, ce qui nous met déjà à plus de 9 heures, et être à 9h05, 9h10 chez sa première cliente. Et le cas échéant, nettoyer sans aucune trace.
Aline Hart n'a d'ailleurs rien changé à ses habitudes durant toute cette matinée. Et ceux qui l'ont croisée se souviennent de son calme et de sa tranquillité. Pour ses avocats, cela ne colle pas avec le comportement d'une meurtrière. Comment c'est possible, après avoir commis un crime aussi barbare, d'aller coiffer des bambins et que la main ne tremble pas? C'est des ciseaux. La maman des enfants indiquera, lorsqu'elle est interrogée, qu'elle ne constate absolument rien. Aline termine. À ce moment-là, elle se rend au Super U pour faire des courses. Là encore, elle est filmée par les caméras du Super U, elle discute avec des clientes, personne ne constate rien. Elle n'est pas particulièrement pressée, elle ne tremble pas, elle ne bégaye pas, elle est tout à fait normale. Mais pour l'un des psychiatres du procès, le comportement apparemment normal d'Aline Hart après le crime est loin de prouver son innocence. Si on est dans la rage, ce qu'on sait, c'est que le passage à l'acte, en quelque sorte, vide la rage. Elle est en quelque sorte consommée, elle a été entièrement métabolisée, et donc le calme après la tempête, ça c'est tout à fait possible, sans se poser la moindre question de la vraisemblance. Pour l'avocat général, Aline Hart est coupable. Elle requiert 20 années de prison contre elle. Ses avocats, eux, dénoncent un dossier sans preuve et plaident son acquittement. La Cour se retire pour délibérer. Pour les jurés, rendre un verdict s'avère un véritable casse-tête. On n'a pas d'ADN, on n'a pas de téléphonie, on n'a pas de vidéo, on n'a pas d'aveu, on n'a pas de témoins visuels qui l'ont vu sortir de la maison à l'heure qui nous intéresse. Donc c'est ce qu'on appelle un dossier d'ambiance. En fait, en matière criminelle, on peut envoyer quelqu'un aux assises avec très peu d'éléments. Il suffit simplement que les jurés aient l'intime conviction qu'Aline est coupable pour qu'elle soit condamnée. Le verdict tombe. 18 ans de réclusion criminelle. La jeune coiffeuse s'effondre sur le banc des accusés. Sa présence chez Béatrice Beauvais juste avant son meurtre et la trace de griffures suspectes retrouvées sur son bras ont pesé lourd. Pour la famille de la victime, ce verdict n'est qu'à moitié satisfaisant et ce procès laisse encore des questions sans réponse. On ne saura jamais pourquoi elle a fait ça. Ça, c'est certain. Elle ne nous dira jamais les raisons. J'ai de la haine envers elle, ouais. Pour moi, elle n'existe plus. Elle a été punie. Pour nous, la famille, c'est pas suffisant. On aurait bien aimé les 30 ans. Ce qui m'a fait du bien, c'est surtout le final, qu'elle ne soit pas acquittée. C'est un soulagement. Aline Hart a fait appel de ce verdict. Elle risque pourtant une peine plus lourde lors d'un second procès. Si elle est de nouveau condamnée, le maximum c'est 30, donc c'est un risque qui est pris par Aline aussi. Et pourtant, elle n'en démord pas, non je fais appel. Si je prends 30, je prends 30, mais moi je n'ai rien fait. Les parents d'Aline Hart, eux, restent convaincus de l'innocence de leur fille. Je maintiendrai ça jusqu'au bout, qu'elle n'a pas fait ça. Pour certaines personnes, c'est un monstre. Oui, cette personne qui a fait ça, c'est un monstre pour moi aussi. Mais pas elle. Non, vivement qu'elle sorte. Dans l'attente de son procès en appel, Aline Hart est toujours présumée innocente.